Voilà, donc bonjour et bienvenue pour ce web séminaire Panorama Suite deuxième version. Vu l'affluence d'inscrits, on a décidé de faire immédiatement une deuxième session. Donc le but est de pouvoir répondre au maximum à vos questions lors du web séminaire. Donc vous n'hésitez pas à les poser dans la petite fenêtre qui est dédiée. Donc c'est parti, les nouveautés Panorama Suite 2020 ou PS20 pour les habitués. Tout d'abord, je voudrais vous présenter des nouvelles fenêtres d'alarme. Le deuxième élément, c'est une nouvelle notion qui peut être un pan assez conséquent dans Panorama. C'est pour Panorama 2, c'est le concept de composants d'exploitation, donc tout ce qui va être lié à l'agrégation de fonctionnalités, mais d'un point de vue exploitation, d'un point de vue post-exploitation, tout ce qui va être lié à l'affichage, à l'IHM, aux commandes, à la navigation. Un point sur la cybersécurité qui va déborder sur les fonctionnalités de Panorama H2 qui concernent la cybersécurité, donc qui permettent de faire de nouvelles choses. Je ferai aussi un petit point sur les courbes mobiles et quelques détails qui ont quand même leur importance dans le développement d'un produit lié à un éditeur et qui sont aussi très pratiques pour les exploitants et les développeurs d'applications. Chacun de ces points normalement sera développé. La plupart de ces points seront normalement développés sur des web séminaires dédiés. Donc là, on va survoler principalement les fonctionnalités. On ne va pas voir comment on les met en œuvre. On va vraiment regarder point par point les avantages de ces nouveautés. Donc la composante de l'offre Panorama, c'est des composants 3 produits plus un ensemble de logiciels qui vous permettent de construire, paramétrer, mettre au point et exploiter, diffuser vos applications. Donc la frontale de communication Panoramacom. Toute la partie supervision et IHM, temps réel, avec Panorama E2, Panorama mobile. Et la partie Data Historian qui s'est enrichie assez récemment, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, avec Panorama H2 Reporting, serveur, la partie cloud et la partie énergie. L'ensemble de ces fonctionnalités, de ces produits sont paramétrés et exploités donc avec un ensemble d'outils qui eux-mêmes ont évolué. Voilà, l'idée de ce slide, de ce message, c'est de vous montrer que tous les produits sont affectés par les nouveautés Panorama. Il n'y en a pas un qui a été mis en avant par rapport à d'autres ou un qui a pu être mis de côté. Bien évidemment, tous les outils de mise au point, les outils transverses, ces outils sont adaptés bien sûr pour pouvoir prendre en compte les évolutions des produits logiciels. Voilà, donc tout d'abord, principale nouveauté Panorama Suite, c'est la nouvelle fenêtre d'alarme. J'aurais pu mettre cette expression au pluriel parce que ça ne concerne pas que la fenêtre d'alarme d'état courant. Ça concerne tous les types de fenêtres d'alarme que vous pouvez retrouver dans Panorama. Donc avant tout, c'est réduire la complexité de l'application, aussi bien pour l'utilisateur, l'exploitant sur la partie gauche ici du slide, avec des choses plus intuitives, des choses plus conviviales, plus ergonomiques, et aussi pour le développeur d'application qui va un petit peu factoriser les paramétrages des différentes vues d'alarme, puisque au lieu de paramétrer plusieurs objets, il en aura un plus complet qu'il pourra paramétrer au lieu de reproduire des copies, des comportements sur différents styles de fenêtres, par exemple. Donc ça réduit la difficulté de conception et donc le temps de la conception. Les fenêtres qui sont concernées, ce sont toutes les fenêtres d'alarme Panorama, donc ce qu'on appelle les fenêtres d'état courant, le temps réel, les états transitoires des alarmes. Ce qu'on appelle le fil de l'eau ou l'historique récent, qui affiche un ensemble d'alarmes récentes plus les alarmes temps réel. Et la partie analyse qui est la connexion à un historique d'alarme et donc à des choses qui sont historisées dans une base de données, ou SQL ou propre à Panorama. Voilà, ces 3 modes de fonctionnement aujourd'hui sont regroupés dans un seul objet Panorama. Donc, au lieu d'avoir 3 objets séparés, vous n'avez plus qu'un seul. Et donc pour la relecture d'archives et le paramétrage de cette fenêtre d'alarme, eh bien vous allez pouvoir pointer sur les mêmes types d'objets et donc faciliter le paramétrage. Et bien sûr garantir une homogénéité puisque les mêmes outils de paramétrage sont utilisés sur les 3 types de fenêtres d'alarme. Alors ça représente là une fenêtre d'alarme type. On le verra dans une démo. Je ferai la démo juste après la présentation. D'habitude, je fais toute ma présentation ensuite les démos. Là, je vais alterner les présentations et les démos. L'idée, c'est de vous proposer une ergonomie simple avec par exemple un bandeau d'alarme. Ici, une capacité de filtrage.
ici, le petit bandeau supplémentaire. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de bandeau dans les fenêtres d'alarme. Donc vous deviez construire une IHM pour faire une interaction sur les fenêtres d'alarme. Vous pouvez toujours le faire, en compatibilité ascendante, bien sûr. Mais vous pouvez aussi vous en passer de construire ce paramétrage, de construire des filtres simples. Vous verrez que ce soit sur le libellé ou sur tout ce qui peut être affiché dans la fenêtre ou sur les différents types de collants. On verra en pratique. Ça représente un petit peu plus en détail les différents types de filtres. Donc, vous pouvez filtrer aussi sur la partie en tête de votre bandeau d'alarme, non seulement sur le menu, sur la barre d'outils interactive. On va voir ça en démo juste après. Et vous avez une possibilité, une fonctionnalité supplémentaire qui n'existait pas jusqu'à présent aussi, c'est la capacité de déplacer ou d'ajouter, enlever des colonnes. Tout cela se fait soit en paramétrage dans l'application en fonction de la volonté du développeur d'application qui souhaite fixer les règles de consultation de cette fenêtre d'alarme, soit dynamiquement, par exemple en fonction du profil de l'utilisateur, de la période de la journée, d'avoir la capacité ou la possibilité d'accéder à certains éléments de filtrage ou d'action. Une autre fonctionnalité, c'est le regroupement par champ de catégorie, pour les personnes qui connaissent bien Panorama. Alors, un champ de catégorie, c'est quoi? C'est un libellé textuel qui est ajouté par l'opérateur ou par le développeur d'application, qui vous permet de synthétiser des informations par colonne. Par exemple, ici, on a la priorité. Bon, ça, c'est un champ qui est standard. Mais on a la machine, par exemple. La machine, c'est spécifique à cette application-là. Donc, j'ai un champ qui a été créé pour désigner un type de machine. Donc, on peut le faire apparaître dans les colonnes. On peut filtrer en fonction de cette machine. On peut aussi associer cette machine à un regroupement. Dans l'exemple qu'on a là, on a associé la priorité. Donc, on a regroupé les alarmes de priorité. Donc, on fait un regroupement des alarmes selon un champ donné qui permet de visualiser toujours dans la même fenêtre avec une approche de zoom, de détail sur des éléments de regroupement qui facilite un petit peu l'analyse à chaud en temps réel sur l'installation. Bien sûr, toujours cette option peut être figée, autorisée ou pas en fonction du paramétrage de l'application. On verra en démo juste après. Vous pouvez copier le contenu de la fenêtre affiché. Non, je suis désolé Didier, je ne peux pas répondre actuellement. Veuillez m'excuser. On peut, je disais donc, regrouper et exporter donc le contenu de la courant de la fenêtre, donc soit avec un copier-coller, soit un format, alors non pas exactement un CSV, mais un TSV, puisque les valeurs sont séparées par des tabulations. J'ai vérifié hier, c'est pour ça que je vous confirme. Le débit d'historisation amélioré de 3 à 5, c'est pas forcément la partie archivable, mais c'est aussi la partie de consultation. Vous ne perdez pas de messages, mais ils sont juste plus vite à être affichés. Et bien sûr, vous pouvez conserver l'affichage sur 2 lignes qui est cher à certains clients. C'est pour ça que nous le précisons aujourd'hui. Voilà, donc bien sûr, on garantit la compatibilité ascendante. J'en profite en même temps pour vous présenter la nouvelle version de la démo technique réalisée par François Marseille. On a quelques petites améliorations, donc on porte un petit peu aussi notre expérience de démo récente pour améliorer l'ergonomie de démo. Donc on a un petit refonte visuel des éléments. On a ici, par exemple, un bandeau d'alarme standard sans menu, qui est la nouvelle fenêtre d'alarme que je vous ai présentée. Et on a le petit menu ici qui a été révisé pour être un petit peu plus convivial. On va parler d'alarme. Donc, on va parler, par exemple, de l'aspect des alarmes, puisque c'est important pour nos utilisateurs, de bien sûr garantir exactement la même typologie que la fenêtre de la version précédente de la démo avec la nouvelle fenêtre d'alarme, où on va retrouver des boutons qui permettent de simuler des présences d'alarme. Donc, on a les clignotements, les changements de couleur, les styles en fonction de l'alarme. Par exemple, ici, c'est un tri par couleur par priorité. Et certaines alarmes permettent de faire un tri ou un filtre sur la priorité, le type d'équipement, etc.
On a les barres de scroll qui permettent de visualiser les différentes colonnes si le nombre de colonnes est plus grand que l'emplacement de la fenêtre. Certaines colonnes sont redimensionnables. Alors, pas dans cet exemple. On va aller chercher un autre élément dans le filtrage d'alarme, par exemple, qui me permet, donc ici, j'ai les états des alarmes en cours. Et l'idée, c'est, en fonction de l'alarme sélectionnée, eh bien, je vais avoir des actions qui sont disponibles dans mon bandeau. J'ai un filtre textuel complètement libre, qui est entièrement autonome dans la fenêtre d'alarme. Je n'ai pas l'obligation de construire des choses à côté comme on avait auparavant. Par contre, je peux toujours le faire. Je peux toujours voir des outils extérieurs qui viennent piloter ma fenêtre d'alarme, comme j'avais traditionnellement, pour pouvoir, par exemple, construire des filtres automatiques ou une IHM de filtrage qui va être assez spécifique, assez spécialisé à mon application. Par défaut, on peut le faire automatiquement, et si on le souhaite, on peut développer des choses à côté pour piloter la fenêtre d'alarme. Je ne peux pas faire de filtre interactif, donc là, il ne se passe plus rien sur ce genre de choses, et je peux faire le filtrage rapide ou pas. Le filtrage interactif, c'est sur ces éléments-là, et le filtrage rapide, c'est sur cet élément-là. Je suis en cours, je ne peux pas. Après, je viens te voir après. Je suis en ligne. Je fais des bêtises. Je reviens, je suis un petit peu perturbé aujourd'hui. Alarme. D'alarme, regroupement d'alarme. On parlait aussi de regroupement d'alarme dans le PowerPoint. Donc, l'idée, c'est d'autoriser ou pas l'opérateur la capacité à filtrer ou à regrouper les alarmes. On peut faire, par exemple, déplier et replier les éléments, et on peut aussi prendre un équipement, par exemple, et regrouper par machine et par équipement. Donc, une machine, j'ai les niveaux, les températures et les vents. Pareil, ça permet de recatégoriser, de resynthétiser des alarmes sans passer par une synthèse au niveau de ma tête d'alarme. Bien sûr, si c'est pas modifiable par l'opérateur, je peux plus supprimer, je peux plus rajouter de choses, etc. Par contre, j'ai toujours les actions de prise en compte, acquittement des alarmes. On remarque aussi ce qu'on appelle un pied de bandeau, un pied d'alarme, avec des éléments qui sont facilement paramétrables, avec des cases à cocher, par exemple le nombre d'alarmes présentes, le nombre d'alarmes à quitter. Et on peut aussi, on va dire, dépasser ces éléments-là en construisant une chaîne de caractères que l'on met en place sur le pied de bandeau, qui permet toute la flexibilité que l'on souhaite pour construire les informations que l'on souhaite afficher en bas de la fenêtre d'alarme, avec par exemple une formule qui renseignerait la construction de cette chaîne de caractères. Voilà, je repars sur le PowerPoint pour cette première présentation. Je vous rappelle, c'est quelque chose d'assez haut niveau. On ne va pas chercher à aller dans les détails. Il y aura un web séminaire dédié fenêtre d'alarme. Et donc là, maintenant, je souhaite vous parler des composants d'exploitation, qui est donc un nouveau pan, une nouvelle conception, une manière de construire des choses dans Panorama pour la partie IHM. Donc IHM, c'est pas que les vues, c'est tout ce qui est interface homme-machine. Ça permet aussi de construire, par exemple, des listes de menus. On peut faire des menus avec des bandeaux, des tabulations, tout ce qui va être attrait à la construction par exemple, d'activation ou d'auto-login sur une deuxième fenêtre de supervise, lorsque vous utilisez deux écrans sur votre application, de consulter la liste, par exemple, des utilisateurs disponibles sur l'application. Et du coup, le fait de rendre générique ce genre de construction, vous permet de le réutiliser dans vos autres applications. On parle aussi plus de temps sur la partie design et sur la partie conception d'interface utilisateur ou d'expérience utilisateur, ce qui s'agrège un petit peu autour du UI UX. C'est souvent des expressions que vous allez retrouver sur la conception pour le web. Sachez qu'on en a déjà un petit peu parlé dans d'autres web séminaires qui regroupent par exemple des conceptions très orientées alarme sur l'ASM, le consortium ASM. On vous renvoie sur le web séminaire qui correspond à ça. ASM, c'est Abnormal Situation Management, qui aussi traduit de manière plus large sur le Situational Awareness.
Ce sont des terminologies d'industriels spécialisés en général dans la pétrochimie pour gérer les cas de crise et les cas d'avalanche d'Alain, par exemple. Il y a une partie de ce point-là sur la démo. Donc c'est une nouvelle notion très importante qui est le composant d'exploitation. Pourquoi? Ça ouvre de nouvelles possibilités dans le produit, aussi bien d'un point de vue conception, mais aussi d'un point de vue utilisation. Pourquoi vous allez construire des comportements qui sont en dehors de l'installation elle-même. Tout ce qui va être les fonctions, je vous parlais tout à l'heure de l'IHM ou de la navigation. Et donc principalement des éléments graphiques qui vont être réutilisables et donc quelque part vous allez pouvoir construire prendre plus de temps à construire vos modèles de boutons plutôt que de, par exemple, construire un rectangle avec un libellé très simple un peu partout dans votre application. Vous allez factoriser cette construction. Donc, construire quelque chose de plus ergonomique. D'un point de vue fonctionnel, c'est pas forcément indispensable d'avoir un composant d'exploitation, mais si vous avez par exemple plusieurs vannes, on l'a vu un petit peu dans la démo, il y a des composants d'exploitation dans la démo que je vous ai présenté. On va y revenir juste après. Par exemple, vous avez des vannes, vous avez un petit bouton on/off. Eh bien, le fait de construire une vanne avec un composant fonctionnel vous libère complètement d'avoir un composant d'exploitation. On est d'accord. Cependant, si vous utilisez par exemple un moteur qui pourrait avoir le même comportement qu'une vanne techniquement, vous allez avoir aussi une manière de commander ce moteur et le fait d'avoir un niveau d'abstraction supplémentaire avec un composant d'exploitation vous permet, au lieu de construire directement dans la vanne la vue de votre composant fonctionnel, de faire référence à un composant d'exploitation et donc d'uniformiser toutes les commandes de tous vos équipements. Un autre aspect qui est utilisé par certains de nos clients et qui pourrait être très intéressant, c'est de pouvoir complètement décorréler la partie IHM de la partie fonctionnelle. Vous avez par exemple des équipements qui vont être représentés dans le panorama avec une arborescence donc vraiment liée au fonctionnel, vraiment liée à l'installation. On va avoir toute une autre arborescence qui va être construite séparément, qui va faire référence au contenu et au câblage présent dans les équipements. Donc, ce sont des approches qui sont vraiment nouvelles, vraiment une approche différenciante par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire avec des applications panorama. Donc, par exemple, de manière très schématique, une représentation d'un bouton générique, un composant d'IHM, on va lui associer à l'extérieur, d'un point de vue instance, à ce composant, un comportement particulier. Bien évidemment, la conception va nécessiter un petit niveau dans Panorama, en général un niveau 3 ou 4 sur des capacités de bien bonne compréhension et d'aisance sur Panorama. Par contre, l'utilisation de ces composants d'IHM se feront par les plus néophytes sans problème. On va le voir dans un exemple de l'application de démo, ça simplifie vraiment l'utilisation de Panorama. Bien évidemment, on livre actuellement quelques composants d'exploitation. Sachez que Manon Hospitalier, qui est au support technique et aux formations Panorama, remonte les besoins des clients. Côté marketing, moi, je vais apporter la petite touche design sur la partie conception de ces composants. Et François Marzet, qui est le responsable, par exemple, de la livraison de l'application standard, la démo que je vous présente aujourd'hui, lui va pouvoir très facilement normaliser et valider ces composants. Attendez-vous au cours de l'année, au cours des mois, d'avoir de nouveaux composants d'exploitation présentés, proposés par Codera pour faciliter la construction de vos propres applications. Donc, je reprends toujours l'exemple du petit bouton générique. On peut associer donc, un comportement ou pas. Le cas où le comportement est déjà associé, on peut le câbler par exemple sur un autre, sur une propriété quelconque. Ça peut être un bouton on/off, ça peut être un bouton menu auto, ça peut être activer, désactiver, autoriser des choses ou des comportements. Et ce même bouton, eh bien, il va avoir toutes les propriétés qui vont bien. Libellé, lien, booléen, actif, inactif, avec la colorimétrie qui va bien, des choses bien pensées. Du coup, les composants Panorama, qu'ils soient d'exploitation ou fonctionnels, donc dans ce cas d'exploitation, reprennent exactement les mêmes avantages que les composants fonctionnels. On va retrouver de la factorisation, agrégation, etc. Pour les personnes qui ont déjà fait des choses un peu plus sophistiquées dans Panorama, l'aspect IHM manquait un petit peu de cette notion d'arborescence et de référence qui est un petit peu plus difficile à mettre en place lorsqu'on voulait multiplier les petits pains dans la partie IHM de Panorama.
Cette facilité, cette construction, cette fonctionnalité facilite vraiment les capacités de construction et d'arborescence, de lien entre les différents composants d'exploitation. De la même manière que pour les composants fonctionnels, les composants d'exploitation peuvent eux-mêmes contenir de sous-composants d'exploitation. Donc on peut faire des choses très très élaborées avec Panorama. Et surtout donc réutilisables. Le fait de prendre du temps sur ce genre de conception nous permet de les réutiliser dans d'autres applications. On retrouve exactement le même comportement donc, pour les composants fonctionnels. Voilà, ça c'est un petit peu la théorie, je repasse à la pratique. Donc, on a quelques composants ici, par exemple, pour reprendre la fenêtre d'alarme que je vous ai présentée juste avant, on a quelques composants d'exploitation. Donc, pour reprendre mon discours de tout à l'heure, ici on a un composant d'exploitation qui est absolument pas lié au comportement de mon installation. Il permet juste de déclencher, d'effectuer des comportements d'un point de vue opérateur. Il n'est pas lié au fonctionnement d'un équipement particulier dans mon installation. Là, c'est le cas typique de l'utilisation d'un composant d'exploitation. Ici, on a toujours des composants d'exploitation qui sont, je vous disais tout à l'heure, pas forcément indispensables pour la partie conception de composants fonctionnels, puisque l'on est en lien avec le fonctionnement d'un équipement. Donc, on va le retrouver dans le composant fonctionnel, mais on s'est donné une liberté supplémentaire grâce aux composants d'exploitation qui incorporent ce visuel-là et cette commande qui est associée au fait de démarrer, arrêter une vanne. Le fait est que si je modifie ce modèle de composant d'exploitation, il sera modifié dans tous les composants fonctionnels qu'il utilise. Et là, on gagne en performance, en factorisation de la partie IHM, même pour les composants fonctionnels. Autre exemple, toujours dans l'application de démo, on va parler par exemple du nouveau tracé de courbe, le plus récent, Pégase, sous un autre chart pour ceux qui connaissent bien. Les courbes temps réel. Voilà, on a ici un graphique de courbe temps réel, et on sait bien que dans Panorama, cet outil, il est particulièrement puissant et particulièrement riche. Mais qui dit particulièrement riche et particulièrement puissant dit plein de propriétés et plein de méthodes disponibles sur ces objets. Petit aparté sur la démo, on a ajouté un petit bouton qui permet d'aller ouvrir, piloter Panorama Studio et afficher l'application avec la vue qui correspond à la vue qui est affichée. Donc un simple clic sur cet élément-là me permet de ouvrir Panorama Studio et d'aller sur la vue qui correspond à cet élément. C'est pour vous faciliter l'inspiration en vous appuyant sur l'application de démo pour voir comment les comportements ont été construits et bien sûr les réutiliser dans vos propres applications. N'hésitez pas à copier le contenu de l'application de démo, elle est faite pour ça. Fin du petit aparté. On a donc un contrôle ici qui est donc une courbe Panorama dans l'outil de développement et on voit que cet outil est très riche en propriétés, on ne voit pas, mais il y a aussi quelques méthodes avec des courbes, 8 séries de courbes en temps réel et la possibilité de piloter par un script supplémentaire pour afficher en surimpression sur les courbes un gabarit évolutif ou prévisionnel du comportement de l'installation. Ça, c'est le cas typique. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, quand vous vouliez construire un nouveau graphique, eh bien, il fallait renseigner ou paramétrer tous ces éléments. Eh bien, grâce à un petit composant d'exploitation, je vais illustrer ici d'abord dans la partie exécution, en exploitation, on vous propose en standard d'avoir quelques boutons qui viendront piloter l'élément graphique qui est juste à côté dans l'application. Donc cet élément-là, il est déjà pré-paramétré, déjà construit et très malléable. Vous pouvez le réutiliser dans n'importe quelle application en usant référence, mais vous pouvez aussi modifier ce modèle, l'altérer, le déformer, l'adapter à vos propres besoins. Du coup, en pratique, dans Panorama, juste pour illustrer la chose, on a notre élément graphique qui est très riche, donc peut-être un petit peu complexe à renseigner pour les néophytes, qui est suppléé par le petit outil ici de composants d'exploitation qui permet de paramétrer les courbes, donc un paramétreur de courbes, avec les différentes vues que l'on peut utiliser ou pas dans la vue principale auquel fait référence ce composant d'exploitation. Du coup, à paramétrer, eh bien, on n'a plus qu'une quinzaine de propriétés à paramétrer dans cet outil. Donc, en gros, l'outil graphique qui est ici, les sous-objets que l'on souhaite piloter dans ce graphique-là. Et ensuite, il suffit juste d'incruster les vues qui nous intéressent de cet élément-là qui vont directement piloter mon graphique.
Donc vraiment, même pour les néophytes, l'utilisation et même l'abus de composants d'exploitation peut être très utile pour le développement de vos applications. Ça, c'est pour l'intégrateur. Et pour les exploitants, eh bien, ils pourront à présent s'attendre systématiquement à avoir un minima ce genre de comportement qui soit déjà construit dans leurs applications, sans coût, sans coût de développement, sans difficulté pour l'intégrateur. Un nouveau point sur la cybersécurité, il y a eu pas mal d'évolutions au cours de Panorama Suite 2019 et de nouveautés en Panorama Suite 2020, donc qui ont été mises en standard. Je vous rappelle, donc, je vous renvoie sur le PowerPoint d'attente qui défilait avec quelques définitions sur les OIV. L'OIV, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez important. Malheureusement, par exemple, un des OIV connu a subi une attaque pas plus tard que dimanche. C'est les APHP, donc c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ont subi une attaque dimanche. Donc typiquement, c'est un OIV orienté santé. Ce sont des gens qui nous permettent aujourd'hui, dans la situation actuelle, vous connaissez bien, que l'économie ne se fonde pas totalement d'avoir toujours des prestataires opérationnels, d'avoir des moyens de communication, d'avoir l'eau chaude, d'avoir du courant, etc. Je vous renvoie bien évidemment sur le site de l'ANSSI qui pourra bien mieux expliquer tous ces points que moi. Et vous retrouverez d'ailleurs, je déballe ça, vous retrouverez d'ailleurs référence à Panorama pour la partie supervision. Je vous laisse lire aussi un petit peu le slide. On parle aussi d'enjeux. L'enjeu, c'est aussi d'avoir des recommandations et des contraintes réglementaires, d'avoir aussi des acteurs économiques qui y sont attention. Si vous-même n'êtes pas encore vacciné, je dirais, d'un point de vue cybersécurité, les entreprises avec lesquelles vous travaillez sont déjà très, très demandeurs de contraintes et de solutions de cybersécurisées avec des renforts sur différents types de protocoles, d'équipements ou de bonnes pratiques. Aussi, les assureurs proposent des niveaux de garantie, des niveaux de quantisation qui commencent à dépendre de niveaux reconnus de vos installations en termes de cybersécurité. Si vous faites appel à des équipements sécurisés, si vous avez des chiffrements, des communications chiffrées, etc. Donc, ce genre d'expertise sont faites en général par l'ANSSI, par délégation à d'autres entreprises, mais pilotées par l'ANSSI. Et donc, je vous parlais du site de l'ANSSI. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons fait une communication de novembre-décembre sur ce point. Le Panorama E2 devient le premier SCADA certifié par l'ANSSI. Et si vous regardez de manière plus générale sur le site de l'ANSSI, les équipements et les solutions qui sont certifiées sont en général des solutions de sécurité. Nous sommes parmi les seuls équipementiers ou éditeurs à proposer un outil qui n'est pas un outil de sécurité, qui soit déjà certifié. Donc, ce sont des outils qui sont recommandés par le gouvernement pour la mise en place et la protection de vos installations. Bien évidemment, on ne s'arrête pas là. L'idée aujourd'hui est de travailler à la qualification. Donc, la qualification, ce n'est pas avoir un outil certifié dans une version précise à un moment donné, mais de certifier plutôt une entreprise, son sérieux, ses capacités de renseignement et de développement, son sérieux dans sa communication et dans l'édition de ses updates, d'avoir un CSIRT, de consulter des CSIRT de leurs partenaires pour pouvoir garantir de manière longue et pérenne leurs produits d'un point de vue cybersécurité. Le petit détail supplémentaire, c'est étendre le périmètre. Étendre le périmètre, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous allez voir une documentation en lien avec Panorama Audio sur le site de l'ANSSI, vous remarquerez qu'il y a un périmètre cible, une cible fonctionnelle, une infrastructure désignée dans un document qui est l'étude sur laquelle est portée la cybersécurité. Aujourd'hui, elle couvre certains types d'architecture et certains logiciels et équipements. Le but, c'est bien sûr d'augmenter cette surface-là sur une installation standard. Étendre le périmètre à des parties acquisition, pourquoi pas dans quelques années certains outils, par exemple de l'IoT, qui aujourd'hui sont un petit peu faibles du point de vue cybersécurité, sur d'autres types de protocoles, etc., etc. Panorama Suite 2020 sera une version LTC, donc Long Term Service Channel. C'est avant tout pour les clients qui en ont besoin. C'est une volonté et une contrainte forte pour Panorama, c'est d'avoir une version qui dure longtemps. Je ne l'ai pas écrit directement dans le PowerPoint. L'idée, c'est d'avoir une version qui dure 4 à 6 ans après la fin de sa maintenance.
En général, on a une sortie de version tous les 18 à 24 mois. Donc, cette version serait supportée environ jusqu'en 2025-2026. Vous allez me dire, d'un point de vue industriel, c'est un petit peu court. Effectivement, d'un point de vue industriel, les installations peuvent durer plusieurs années, dizaines d'années dans les cas les plus étendus. Je vous invite aussi à vous retourner sur les 5 dernières années. Les 5 dernières années, Windows 10 n'était pas sorti il y a 5 ans. XP, c'était déjà fini. Windows 7 la fin de Windows 7 était déjà annoncée, en fait, 13 janvier 2015. Du coup, avec Panorama Suite 2020, en étant bien plus petit que Microsoft, on propose de faire la même chose, d'avoir des garanties fonctionnelles de sécurité sur PS20, sur ce qu'on appelle l'extended support. Aujourd'hui, donc, si on se compare à Microsoft pour reprendre le même vocabulaire, Microsoft propose plusieurs produits à la vente et font du mainstream, c'est-à-dire qu'ils portent toutes les fonctionnalités disponibles sur les différents produits supportés en France. Et l'extended support, donc par exemple sur Windows 7, vous avez reçu un mail il n'y a pas longtemps de Codera et d'autres prestataires comme quoi 7 c'était fini, mais en pratique, le développement de nouvelles fonctionnalités sur l'extended support était déjà arrêté depuis 2015, donc il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Sur Panorama Suite, on a moins cette problématique, mais on propose d'avoir une garantie logicielle qui dure tout aussi longtemps. Le long terme support, c'est avant tout la sécurité et la fiabilité des installations. L'idée, c'est pour les clients qui ont des installations conséquentes, pour lesquelles les migrations ou les updates d'OS ou de logiciels seraient difficiles à requalifier complètement sur des installations appliquées. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner avec des mises à jour logicielles et ponctuelles une installation qui devrait être conséquente et difficile à requalifier. Je rebondis toujours avec la cybersécurité, mais sur le point de Panorama H2. Panorama H2 est disponible depuis courant 2019 en tant que service cloud. Donc, au lieu d'héberger un serveur SQL conséquent, d'avoir une infrastructure conséquente, nous vous proposons d'utiliser les services de Codera pour héberger cette base de données en cloud. Cette fonctionnalité a nécessité bien sûr le développement de certificats, d'éléments cybersécurisés, puisque les données sont véhiculées via Internet. Et bien, ces mêmes outils de cybersécurité, ce même renfort de cybersécurité via des web services et des communications chiffrées sont disponibles même sur site, même on-premise, lorsque vous hébergez vous-même vos équipements et vos bases de données sur vos propres sites, sur vos propres installations. Aussi, petit point supplémentaire, jusqu'à présent, la consultation de l'état de la base de données se faisait à travers une connexion séparée, une connexion de type SQL où on allait interroger la base. Aujourd'hui, toutes ces informations peuvent passer à travers le web service et vous évite d'avoir cette porte supplémentaire, certes que vous pouvez sécuriser, mais d'avoir cette porte supplémentaire vers la base de données qui était peut-être un petit peu plus contraignante à ajouter d'un point de vue paramétrage DSI. Et donc, du coup, d'un point de vue cybersécurité, ça permet de réduire la surface en évitant d'ouvrir une porte supplémentaire vers les systèmes. Autre petit détail, toujours sur H2 Server, jusqu'à présent, vous pouviez reverser les archives Panorama E2 et P2 vers les bases Panorama H2. À présent, tout type d'export base de données Panorama E2 est reversable dans une base de données H2. Donc, tout contenu, toutes les historiques que vous avez pu faire avec une application Panorama jusqu'à présent, vous pouvez les reverser dans une base Panorama H2 et donc profiter de toute la capacité d'agrégation des données, calcul statistique et des outils de présentation que vous avez déjà pu rencontrer qui sont particulièrement modernes et conviviaux. Deuxième point sur Panorama Suite 2020 et plus particulièrement, deuxième point sur Panorama H2, c'est la compatibilité FDA d'Internet CFR par contre. Donc un ensemble d'évolutions complémentaires a été fait, entre autres, complémentaires à la cybersécurisation des communications entre Panorama H2 qui sont nécessaires pour la FDA. J'ai peut-être expliqué ce qu'est la FDA, parce que tout le monde n'est pas dans l'alimentaire ou dans la pharmacie. Alors, la FDA, c'est la Food and Drug Agency, c'est l'administration. C'est
c'est l'équivalent, on va dire, de l'INSERM français, mais plus agricole en plus. C'est une norme américaine qui fait foi un peu dans le monde entier pour tout ce qui est production alimentaire, agricole et médicamenteuse, pour tout ce qui concerne la traçabilité de fabrication. Donc, bien sûr, on a repris des fonctionnalités qui sont déjà disponibles dans Panorama E2 et on les a étendues à Panorama H2. Les éléments de cybersécurité viennent compléter ces informations. Et bien sûr, pour le mettre en œuvre, on a fait une fac qui va bien pour dire dans quel cas et dans quel périmètre on peut construire une application Panorama H2 qui soit certifiable en FT. Une petite nouveauté pour Panorama Mobile qui est très intéressante, puisqu'elle vient supplier toutes ces fonctionnalités actuelles. Donc, je le rappelle, Panorama Mobile, c'est une application dédiée qui vient se connecter à un serveur Panorama. Donc, c'est un terminal, il n'y a pas de contenu de l'application Panorama. C'est le serveur Panorama qui va donner toutes les informations, avec bien sûr des interfaces adaptées, pour se tenir dans la main, avec toutes les conséquences liées au tactile, l'appui long, le swipe, l'appui ponctuel, mais aussi qui prend en compte les difficultés de communication, les débits étroits, les tailles des écrans, etc., qui peuvent être relativement petites. L'autonomie de la batterie et les capacités de communication. On retrouve bien sûr cette application sur iOS et sur Android. La capacité, si votre serveur Panorama est connecté vers Internet, de recevoir des notifications de la même manière que vous recevez vos notifications WhatsApp. Donc le but de cet outil, c'est pas forcément d'avoir toute sa supervision dans sa poche, mais d'étendre au terrain des outils de supervision, principalement sur des outils d'indicateurs, de relevé de mesures, d'outils de parcours de terrain, donc de faire des ronds, de faire des emplacements, des passages à des endroits particuliers, de mieux gérer les astreintes et les alertes, d'avoir un équipement, un serveur vocal qui vous appelle, et bien là vous recevez un message, un SMS, etc. Et vous pouvez vous connecter via votre smartphone à une partie de votre installation supervisée. Ça peut servir aussi de télécommande, qui peut être utilisé, qui est utilisé dans certains bâtiments, par exemple. Et surtout, tout ce qui va être lié à la maintenance sur site, à l'intervention, au paramétrage ou au commissioning, ce qu'on appelle de certains équipements. Voilà, ça c'est le périmètre fonctionnel d'utilisation de Panorama Mobile. La nouveauté, c'est le tracé de données. C'est une fonctionnalité très importante qui permet d'afficher jusqu'à 5 courbes en temps réel ou en temps différé. On peut choisir 2 modes de fonctionnement, soit un mode figé qui donc affiche un ensemble d'informations sous forme de graphique. On peut, en fonction aussi d'échelle qui est un petit peu variable, on peut afficher ou masquer les différentes courbes. Et on peut avoir, comme on l'a sur la partie droite de cette capture d'écran, on peut avoir un mode dynamique où on va choisir les courbes qui s'affichent ici en fonction d'une mesure ici qui est disponible sur un temps bien plus large que le tas de visualisation. Donc, on peut imaginer par exemple avoir la fréquence de présence d'une alarme par exemple sur un bandeau ou une mesure et au-dessus la présence d'une alarme en fonction de la plage de temps sélectionnée. Pourquoi ces 2 modes? Eh bien, je le parlais tout à l'heure d'un point de vue communication ou consommation de batterie. Le mode figé, bien sûr, va limiter un petit peu les interactions et donc les échanges de données et le travail de communication. Tandis que le mode dynamique, et ben là, si vous êtes par exemple sur un réseau Wi-Fi, là vous êtes un petit peu open bar sur la consommation de données. Donc, du coup, vous pouvez aller faire des requêtes et des demandes beaucoup plus souvent. Voilà, on peaufine un petit peu cet élément-là. Je n'ai pas la démo disponible aujourd'hui, elle sera disponible d'ici une dizaine de jours en update pour la version Panorama Suite 2000. Je regroupe un ensemble de fonctionnalités d'évolution, donc en télégestion, en building, en IoT, qui peut être un petit peu lié à plusieurs types de business, et en système électrique, sur un même slide. Pourquoi? Parce que ce sont des améliorations avant tout qui peuvent intéresser que certaines personnes, puisque ce sont des métiers assez spécialisés. Donc pour la télégestion, chez Sofrel, on supporte toute la gamme S4, qu'elle soit water ou thermo, W ou TH, que ce soit des communications sécurisées ou pas sécurisées. On travaille depuis longtemps avec Sofrel sur ses précédents protocoles, et aujourd'hui on est compatible en standard avec la nouvelle gamme de produits d'équipement.
ce qui est très intéressant puisqu'ils peuvent communiquer de manière sécurisée. Sur la partie BACnet, on a étendu les fonctionnalités disponibles dans les outils Panorama, principalement tout ce qui est le type d'adressage, les communications de type UDP et d'autres formes de télégestion, de communication via Internet et sur des réseaux séparés. D'un point de vue IoT, on a déjà fait une vidéo l'année dernière sur de nouvelles fonctionnalités IoT qui étaient Sigfox et Opgenius. C'était un update pour Panorama Suite 2019. Aujourd'hui, donc c'est en standard dans Panorama Suite 2020. Et on a ajouté aussi les systèmes de communication MQTT où on va s'abonner à des brokers, etc. pour pouvoir rapatrier des données. MQTT, c'est pas tout à fait de l'IoT, c'est plus du edge computing, mais ça répond à des besoins similaires que l'on retrouve dans les communications type LoRa ou Sigfox. On l'a vu dans les petits lois IoT, mais techniquement, c'est pas toujours, c'est même rarement de l'IoT. Pour les systèmes électriques, on a étendu la gamme des fonctionnalités IEC. Voilà, je laisse lire aussi les 2-3 petits détails sur IoT et Smart Building. Sur la partie IEC 61850, moi personnellement, je n'ai jamais mis en œuvre cette fonctionnalité. Les systèmes électriques, c'est surtout sur des postes de transformation électrique, de haute tension, ce genre de choses, donc tout ce qui va être lié au transport et à la distribution d'électricité. C'est encore assez rare dans les bâtiments, dans les gros bâtiments. On peut peut-être en trouver par exemple dans des stades, ce genre de choses. En IEC, donc, on va avoir les prises en compte de services en écriture sur Select Before Operate et le Direct with Normal Security. On ne me demandez pas exactement à quoi ça correspond. Je ne sais pas. On fait aussi du relais, la fonctionnalité relais qui permet de faire des adressages sur des réseaux déconnectés avec les notions de BRDC, et la récupération des historiques des équipements lorsqu'il y a rétablissement de communication. C'est entre guillemets du store and forward, on peut appeler ça une fonctionnalité standard. Je fais un dernier aparté sur quelques fonctionnalités, quelques améliorations, quelques corrections, quelques portages qui sont techniquement invisibles mais qui nécessitent beaucoup de travail et de maintenance chez nous, qui fait aussi la qualité d'un prestataire comme nous, qui fait que nous sommes de vrais éditeurs logiciels avec une gamme de produits qui est maintenue dans le temps. On parle par exemple d'une installation en mode silencieux. C'est des choses qui sont très, très pratiques, mais c'est des choses sur lesquelles les gens ne communiquent pas. Vous avez un parc de 100 machines, vous créez un petit script de lancement, et bien en mode silencieux, vous n'avez aucune fenêtre panorama qui va vous demander d'appuyer ou de saisir une valeur. Vous pouvez lancer l'installation, aller boire un café, revenir un quart d'heure après, et Panorama est installé sur vos 100 PC. J'exagère à peine. Les nouveaux systèmes de messagerie de la thread, on peut aller aujourd'hui piloter par exemple, dialoguer avec des PABX privés ou des PABX IP. Là, c'est des petites fonctionnalités en plus. La programmation horaire, on a eu des demandes sur la capacité de mutualiser des programmes horaires, faire de la programmation au travers d'une interface pour plusieurs programmes horaires différents. Par exemple, je veux renseigner mes jours fériés sur 50 calendriers. Ça peut être pratique. Avoir un calendrier maître et qui va diffuser ces exceptions-là de jours fériés sur les 50 calendriers de mes 50 autres. L'aide en ligne, aujourd'hui, elle passe au format HTML. Le but, c'est aussi de la proposer sur le site Technique Panorama. Et donc, au-delà de la fiche de révision classique qui synthétise les modifications, l'évolution et nouveautés de Panorama, de pouvoir comparer directement sur l'aide en ligne les différentes versions de Panorama entre Panorama Suite 2020, 2021 et 2022, par exemple, de pouvoir avoir factuellement dans le détail l'évolution de l'aide en ligne et de comprendre les différences qu'il y a entre d'une version. L'interface aussi de l'aide en ligne est un petit peu plus conviviale à travers une page HTML que par rapport au classique fichier CHM d'aide en ligne Windows. Il y a eu un portage aussi de notre SDK Android sur les versions plus récentes. Pourquoi plus récentes? D'avoir des choses plus performantes, plus cybersécurisées. Et de proposer bien sûr des outils qui sont donc nous-mêmes plus à jour, plus enclins à la suite de la technologie et justement au monde de la sécurité. Il y a la dernière version de Chromium, c'est la partie navigateur web qui est intégré à Panorama E2. Chromium nous a donné un petit peu de fil à retordre sur sa dernière version pour pouvoir garantir la compatibilité du comportement des versions avec les versions précédentes. Donc tout ça, c'est un ensemble de développement, de travaux, de maintenance chez les éditeurs qui ne sont pas forcément visibles.
Donc, je tiens d'une part à remercier les équipes qui s'impliquent là-dedans, mais aussi de vous signaler que maintenir des choses, pour un éditeur, c'est aussi beaucoup de travail et c'est gage aussi de qualité et de fiabilité, par exemple, pour une qualification auprès de l'ANSSI. Nous ne faisons plus qu'une aparté sur ces éléments-là, sur les nouvelles versions, bien sûr, Oracle, SQL Server et les futures versions, bien sûr, de Windows qui vont arriver. On va avoir un Spring Update de Windows 10 sur lequel on sera très rapidement, je pense, compatible. Voilà pour cette présentation. Je finis avec une conclusion, comme d'habitude, qui est un résumé de ce que j'ai pu présenter aujourd'hui. Donc, principalement, la nouveauté qui était attendue depuis quelques années pour certains, c'est la nouvelle fenêtre d'alarme qui regroupe les fonctionnalités des 3 fenêtres d'alarme. Temps réel, fil de l'eau, analyse, avec des facilités aussi bien pour l'utilisation d'un point de vue ergonomie, avec un bandeau qui permet de faire des filtres et des tris, des regroupements. Une facilité de développement, vous n'avez plus besoin de construire des outils de filtrage systématiquement pour piloter ces vues. Vous pouvez toujours le faire puisqu'il y a compatibilité ascendante. Au cas où aussi vous avez besoin de faire des systèmes de filtrage ou de préparamétrage très personnalisés. De nouvelles fonctions de regroupement, de tri, d'ajout, de suppression de colonnes, etc. qui sont disponibles, qui facilitent la vie de l'opérateur. Le composant d'exploitation, deuxième point important, factoriser le comportement de ces IHM, donc passer plus de temps à concevoir un bouton modèle, par exemple, qui sera utilisé partout dans l'application, proposer des IHM génériques, que ce soit les intégrateurs ou Codera qui va proposer des composants d'exploitation. C'est très utile à construire et c'est très facile à mettre en œuvre. Qui permet aussi, donc un point particulier, les nouveaux usages, de vraiment et totalement décorréler la partie fonctionnelle, parce que par exemple cette application est générée par une source de données automatiquement par un outil, et que l'IHM est construite séparément pour aller recabler sur différents éléments de cette partie fonctionnelle. D'un point de vue sécurité service, c'est l'amélioration de Panorama, les améliorations des protocoles, toujours plus de fonctionnalités, plus de sécurité dans les outils Panorama. La certification CSPN de Panorama le montre. Nous sommes en cours de qualification et dans la foulée, nous souhaitons qualifier aussi les autres versions de Panorama et d'étendre le périmètre fonctionnel de cette cible de sécurité, de cybersécurité de premier niveau, CSPN. Toutes ces améliorations, plus quelques autres, permettent le développement d'applications Panorama H2 certifiables FDA 21 CFR par contre. Et le dernier point, non pas le moindre, c'est le tracé de courbe disponible dans Panorama Mobile avec ces 2 modes de fonctionnement. Un mode assez statique et figé qui consomme peu de données, qui représente des courbes fixes, et le mode dynamique qui permet d'explorer un petit peu les données, moyennant un petit peu de consommation de batterie et de réseau. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez posé plein de questions. Je vais les aborder là dans quelques instants avec vous. Le temps de vous lancer le petit sondage sur l'application mobile, peut-on exécuter des scripts? Alors les scripts, l'application mobile fonctionne d'un point de vue fonctionnel, il se connecte à un serveur Panorama, donc on peut déclencher des scripts fonctionnels sur l'application mobile. Alors oui, bonjour, cette version peut-elle être installée sur des postes en Windows 7 et fonctionne-t-elle avec SQL Server 2008? Alors oui, on ne va pas vous interdire de l'installer. La seule contrainte, c'est que ce ne sera pas supporté. Il y a une différence entre le fait que les choses peuvent potentiellement fonctionner et le fait qu'elles potentiellement ne fonctionnent pas. Pour ce qui est supporté, nous garantissons que ça doit fonctionner. Donc si vous avez un problème, on saura le résoudre, vous appelez le support, on saura résoudre. On fera tout pour résoudre le problème et on mettra en œuvre tout ce qu'il faut pour le résoudre. Cependant, si des choses ne fonctionnent pas sur un panorama, avec un panorama 2020 sur un Windows 7, si le problème n'est pas reproductible sur des versions plus récentes, ce sera plus difficile de déclencher de la maintenance sur ce sujet. Peut-on télécharger la présentation plus l'application Panorama 20 sur le site de Codera? Oui, alors, en partie. Le web séminaire, là, bien sûr, sera disponible en vidéo sur YouTube, normalement dès vendredi. Techniquement, le Panorama Suite 2020 est disponible depuis le 5 mars sur le site technique. Et donc, cette application-là, c'est l'application de démo. Donc ça, c'est en standard, c'est maintenu, c'est supporté. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est présenté là-dedans. Dans cette application-là, c'est une manière de faire les choses et c'est celle qui sera à minima supportée. Si vous mettez en œuvre ces fonctionnalités-là et que vous avez des soucis avec moi, nous devons le répondre. C'est toujours la différence entre c'est supporté, c'est pas supporté et c'est supporté.
Alors, il y a toujours la limitation d'exécution de 200 scripts en parallèle. Alors, la limitation de 200 scripts en parallèle, c'est pas factuellement une limitation en soi, c'est déconseillé d'avoir 200 scripts qui tournent en parallèle. Les scripts c'est gourmand en fonctionnement. On recommande de passer sur d'autres systèmes de construction pour éviter d'avoir 200 scripts qui tournent en parallèle. La notion d'axe superposé des courbes des valeurs analogiques était possible comme sur Pégase. Le fait de dire je vais avoir plusieurs dans la partie mobile. L'idée c'est d'avoir plusieurs axes du même côté avec par exemple la courbe bleue elle est sur l'axe bleu à gauche et la courbe orange elle est sur une autre échelle mais toujours sur l'axe bleu. Il me semble que oui. J'ai vu une démonstration il y a quelques semaines. La fonctionnalité était testée. Je pense qu'elle sera disponible. Si j'ai bien compris, le service de messagerie Astreinte, on peut le connecter sur un PBX comme Asterix par exemple. Alors, il me semble que des gens ont fait, des clients ont utilisé des PBX Astérix. Par contre, je ne sais pas si c'était avec le développement actuel ou si c'était des choses un peu plus particulières. Là, je vais réorienter la question vers nos ITC qui seront mieux répondre que moi. Alors, bonjour, est-ce qu'un projet développé sur 2019 est facilement transposable en 2020 ou est-ce que ça nécessite des modifications importantes? Les courbes, par exemple. En gros, pas du tout. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai commencé à rouvrir des applications que je faisais en 19 sur le PS20. J'ai pas eu de difficulté particulière et on se devra, dans tous les cas, de garantir la compatibilité ascendante. La difficulté sera plutôt de l'autre sens. Si vous avez développé des choses en PS20 et que vous avez parti sur une version précédente de Panorama, on ne garantit pas, nous ne garantissons pas la rétrocompatibilité. Donc, nous devons développer, de garantir des compatibilités ascendante entre PS 2019 et PS 2020. S'il y a des restrictions et des prérogatives, n'hésitez pas à consulter tout d'abord la fiche de révision qui vous dira exactement les points anguleux sur lesquels il faut être attentif. Et normalement, il n'y a pas de souci particulier. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour de nouvelles informations sur le web, aussi dans webinaire en vidéo. D'ailleurs, je le répète, cette vidéo sera disponible normalement vendredi sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci à tous.